monde, j'ai oublié de faire mon fondu. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live récapitulatif de NXT TakeOver Stand and Deliver Nuit 2. Alors, j'ai vu vite fait sur Reddit que il y avait globalement les gens ont l'air d'avoir plus aimé la nuit 1 que la nuit 2. C'est pas mon cas. C'est absolument pas mon cas. J'ai préféré la nuit 2 pour un certain nombre de raisons. Je pense que la nuit 1 a été plus satisfaisante en termes de vainqueur. Je pense que c'est surtout ça. La nuit 2, elle a été un peu frustrante en termes de vainqueur, mais alors elle a donné tout ce qu'elle avait à donner en termes de catch, quoi, en termes de match. Ça a vraiment été une très bonne soirée de catch. Et la nuit 1 aussi, hein, globalement, on a eu un très très bon événement. En moyenne, on est un peu en dessous de Vengeance Day, mais c'est vraiment une question de moyenne. C'est-à-dire que sur une carte de 12 matchs, c'est incroyable qu'ils aient réussi à faire quelque chose d'aussi bien. Et je dis 12 matchs parce qu'il y a eu un match dans le kick-off, mais je ne l'ai pas vu. J'ai appris qu'il avait eu lieu après avoir regardé le show principal, et du coup, j'avais pas envie d'y retourner, quoi. Pour moi, c'était fini. J'avais pas envie de retourner dedans. Alors, je vais le regarder pour lui mettre une note pour pouvoir l'intégrer au tableau. Mais je sais déjà qui a gagné. Et voilà, donc on va pas en parler parce que je ne l'ai pas vu. Mais ça n'empêche qu'il a eu lieu. Je vous lance un petit sondage pour que vous me disiez quel a été le match de la soirée d'après vous. Vous pouvez voter par ordre chronologique. Si vous pensez que c'est donc le match qui a eu lieu dans le kick-off, Killian Dane et Drake Maverick contre Breezango, vous votez 1. Santos Escobar contre Jordan Devlin, le match qui a ouvert la carte proprement dit, c'est 2. Ember Moon et Shotzi Blackheart contre The Way, c'est 3. Gargano contre Bronson Reed, c'est 4. Finn Balor contre Karrion Kross, c'est 5. Et Kyle O'Reilly contre Adam Cole, c'est 6. Et on parlera de vos résultats, enfin de vos votes, à la fin de ce live. Le show a commencé avec Poppy qui a dévoilé une chanson. Ils adorent Poppy hein, à NXT. C'est pas la première fois qu'elle chante à NXT, puis c'est pas la dernière, je pense, parce qu'elle revient très régulièrement. Poppy a dévoilé une chanson inédite, enfin 2 chansons inédites, si j'ai bien compris. La première s'appelle Stand and Deliver. Je sais pas si c'est la chanson a été composée pour l'événement ou si l'événement porte ce nom-là parce que c'est la chanson de Poppy. Dans les deux cas, je trouve ça extrêmement cool. Donc c'est chouette. Excusez-moi, je suis en train de chercher les images, elles sont là. Pouf! Donc le show s'est ouvert sur Santos Escobar contre Jordan Devlin pour couronner le champion incontesté de la division Cruiserweight. J'ai beaucoup aimé les fringues de Santos Escobar dans son entrée. Au départ, j'avais pas compris qui c'était parce qu'ils ont un tout petit peu changé sa musique. Mais du coup, quand il s'est levé, que j'ai vu qu'il était en violet, qu'il portait un masque de Shadow, j'ai dit wow, c'est classe, c'est très très classe. Donc voilà, Santos Escobar est arrivé avec la cape, le masque, le bandana sur le masque. Enfin, il est arrivé en mode full luchador, ce qui est extrêmement cool. J'ai vu qu'ils avaient mis 2 ceintures, enfin les 2 ceintures Cruiserweight du coup, vu qu'il y avait 2 champions, que c'est pour ça qu'il fallait un match pour les départager. Moi j'aurais mis qu'une seule ceinture symboliquement au-dessus du ring, genre il peut y en avoir qu'un. J'aurais trouvé ça plus cool. Mais bon, Camille a dit que Jordan Devlin ressemblait beaucoup à Finn Balor. Je pense qu'elle aussi est raciste, ai-je noté. Escobar... Ah ouais, ça c'était un spot un peu incroyable. Santos Escobar a fait un Irish Whip. Alors Irish Whip, a priori, ça... c'est vraiment le mouvement de transition de base, c'est-à-dire tu jettes ton adversaire. Là, Santos Escobar a envoyé Jordan Devlin dans l'échelle qui était dans le coin. Jordan Devlin a sauté pour se prendre le haut de l'échelle. Du coup, l'échelle, elle a basculé parce qu'elle était... Enfin bref, ça a été le chaos sur ce spot-là qui était très impressionnant. Mais globalement, le match était vraiment, vraiment excellent. J'ai écrit les deux sont heel, mais Jordan Devlin m'a semblé être le babyface du match. Parce que Santos était beaucoup plus arrogant, beaucoup plus sûr de sa victoire. Mais le public, on reparlera du public. Putain, qu'est-ce qu'ils m'ont pratiquement ruiné le main event, le public. Le public, ils étaient plus pour Santos Escobar, mais je comprends. Je comprends que le public soit plus pour Santos Escobar parce que
bah, c'est le gars qu'ils ont vu défendre la ceinture à NXT. Pratiquement personne, enfin très peu de gens regardent NXT UK. Donc pour eux, Santos Escobar c'est le champion. Jordan Devlin c'est le gars qui a gagné un match pour devenir champion puis qu'après on n'a plus jamais revu. Mais pour moi qui suis NXT UK toutes les semaines, c'était le vrai champion contre le faux champion. D'ailleurs j'ai noté Escobar arrive en premier, c'est normal, le champion arrive en dernier. J'ai pris plein de notes, mais pour beaucoup de matchs, j'ai pris vraiment plein de notes. Oui, par exemple, il y a ça. Par exemple, Jordan Devlin a fait c'est un moonsault, je crois. Oui, c'est ça, c'est un moonsault. Il a fait un moonsault du haut de l'échelle sur Santos Escobar par terre. J'étais à fond dans le match. Mais pendant tout le match, j'étais à fond dans le match. Le moment où j'ai le plus été à fond, je pense, c'est quand Legado del Fantasma, la faction de Santos Escobar, est intervenu en faveur de Jordan Devlin. Je sais pas comment j'ai fait pour pas le voir venir. C'était évident qu'ils allaient finir par intervenir, mais quand ils sont arrivés... Parce qu'ils sont arrivés à un moment donné où Jordan Devlin avait la ceinture à portée de main, avait les ceintures à portée de main, et ça m'a tellement énervé. Alors que j'aurais dû le voir venir, ma faute. Entièrement ma faute. Donc du coup, Santos Escobar a profité de la distraction pour essayer d'aller choper la ceinture, mais il prend vachement son temps. Qu'est-ce qui se passe? Jordan Devlin, lui, jette une échelle sur le cul, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, je sais pas. Écoutez, il s'est passé plein de choses, notamment... attendez, hop là, j'ai pas pris l'image. Notamment un Spanish Fly du haut des échelles, parce que pourquoi pas? Ils peuvent, allez-y, faites-vous plaisir. Mais le match s'est terminé avec... Les deux gars étaient sur l'échelle, idéalement placés pour attraper les ceintures, et Jordan Devlin a mis... Santos Escobar a mis un coup de boule à Jordan Devlin en haut de l'échelle, et Jordan Devlin est tombé par terre, est tombé à travers une échelle sur le ring. Et ce que je trouve extrêmement cool, c'est que le coup de boule, c'est le premier coup que Jordan Devlin a fait à Santos Escobar quand il est arrivé à NXT. Il l'a défié du regard et beuh! Voilà, donc c'est vraiment très très cool que Santos Escobar ait gagné avec ce coup-là. D'autant que après sa victoire, il a célébré avec ce que je devinais de son fils, j'imagine. Je vois quelqu'un qui dit que ça a été moins bien que la première nuit. Beaucoup de gens ont l'air de penser ça, c'est pas mon cas, j'ai préféré la deuxième nuit. Mais c'est une question d'appréciation personnelle. Donc voilà, il était en train de célébrer avec son fils, ce que je trouve vraiment très cool, parce que tout le personnage de Santos Escobar, c'est l'héritage de son père. C'est-à-dire qu'il a commencé à NXT sous le nom de El Hijo del Fantasma, El Fantasma étant le nom de catcheur de son père, et il a appelé sa faction Legado del Fantasma, donc l'héritage de El Fantasma. Donc c'est vraiment cool de le voir célébrer à la fin avec son fils. Enfin c'est vraiment très chouette. Tout est très chouette. J'ai mis un A, voilà. J'ai hésité à mettre un A+, mais vous allez voir, ça va pleuvoir les A+ derrière. Donc disons A pour celui-là. Si vous estimez que Santos Escobar contre Jordan Devlin a été le match de la soirée, vous pouvez voter pour lui avec point d'exclamation. Vote plus loin 2. Le match suivant, Ember Moon et Shotzi Blackheart contre The Way, contre les deux membres féminins de The Way, Candice LeRae et Indy Hartwell. Juste avant ça, on a juste une interview de MSK, on leur dit que leur premier challenger, ça va être Killian Dane et Drake Maverick qui ont donc remporté le match dans le pre-show. Et ils donnent leur pronostic pour les deux main events de ce soir, et aucun des deux n'est d'accord sur les pronostics. Bref, c'est absolument pas important ni intéressant. J'ai noté d'entrée de jeu, les tenues d'entrée sont très cool. Tout le monde est très très cool. Enfin, tout le monde avait des fringues spéciales NXT TakeOver Stand and Deliver. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le costume d'Ember Moon, j'ai beaucoup aimé le costume de Shotzi Blackheart, et j'ai pas pris d'image, mais le costume de Candice LeRae était aussi extrêmement cool. Indy Hartwell, elle est venue avec son gear normal, donc ça sortait pas de l'habitude, de l'ordinaire. Le match a été un peu handicapé par le fait qu'au début, j'arrêtais pas de me dire, mais de toute façon, vous devriez pas être championne. Ember Moon et Shotzi Blackheart devraient pas être championnes. Mais elles ont réussi à me convaincre pendant le match. Pendant le match, je me suis dit, vous savez quoi, vous êtes cool. Allez, vous êtes cool, c'est vrai que je vous aime bien. J'adore Ember Moon, j'adore Shotzi Blackheart. Vous avez construit votre règne sur les ruines des espoirs des fans de Dakota Kai, mais vous êtes tous les deux vachement bien. Vous êtes toutes les deux vachement bien. Il y a eu un spot que j'ai trouvé vraiment très cool. C'est
Un Tower of Doom, mais un Tower of Doom qui s'est fait de façon relativement fluide, et c'est pas souvent. Donc là, si on examine l'image, nous avons, merci beaucoup à Solo Q pour son abonnement, nous avons Indy Hartwell qui fait un Powerbomb sur Shotzi Blackheart, qui fait un German Suplex sur Candice LeRae, qui fait un Superplex sur Ember Moon. Voilà, c'est un Tower of Doom tout à fait délicieux. Et le match s'est terminé quand Ember Moon a fait une double Total Eclipse, sa prise de finition, sur Candice LeRae et Indy Hartwell qui s'est pas très bien placé là parce que tu le sais ce qui va t'arriver dans la gueule. Candice LeRae a roulé en dehors du ring et Shotzi Blackheart étant la femme légale dans ce match, enfin à ce moment-là du match, elle a porté son senton pour la victoire, enfin pour conserver les titres par équipe féminin. Et ma foi, ça a été un très bon match. Ça a d'autant plus été un très bon match que elles ont réussi à me convaincre que c'est bien qu'elle soit championne. C'est bien qu'Ember Moon soit championne. C'est un peu moche que Candice LeRae ait encore raté une occasion de devenir championne parce qu'elle mérite depuis longtemps d'avoir un titre. Mais franchement, après le... Excusez-moi, je vois que j'ai un message sur Discord, je vais juste le regarder, voir si c'est important. Je suis désolé de te déranger. D'accord, ok. Quelqu'un qui me parle de complètement autre chose. Donc très bon match, beaucoup d'énergie, c'était vraiment extrêmement cool. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Ça a vraiment été un très bon match. Des fois, t'as juste à apprécier quand le show est bon. Ensuite, on a eu Gargano contre Bronson Reed. Ma note va peut-être surprendre plusieurs personnes. En fait, un match doit être ce qu'il doit être. C'est-à-dire que vous m'avez vu mettre un A à un squash match de Walter contre Drake Maverick. Et le plus, c'est il a été parfaitement ce qu'il devait être. Et en plus, il a fait quelque chose de plus. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé avec ce match-là. Et franchement, oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez voter pour Shotzi Blackheart et Ember Moon comme étant et contre The Way comme étant le match de la soirée, vous pouvez faire point d'exclamation, vote plus loin 3. 1 pour Killian Dane et Drake Maverick contre Breezango, 2 pour Santos Escobar contre Jordan Devlin et 3 pour le match par équipe féminin. Et donc 4 pour Johnny Gargano contre Bronson Reed. Et franchement, je me demande s'il n'y a pas un... Si on pourrait pas débattre de si c'est pas ce match-là le match de la soirée. Dans le sens où Bronson Reed a été tellement protégé. Alors Bronson Reed a perdu. Mais waouh quoi. Waouh, ils ont des projets pour Bronson Reed. Alors Gargano arrive avec un costume de War Machine, déjà c'est vraiment trop cool. Et évidemment Johnny Gargano a été Johnny Gargano, c'est-à-dire qu'il vole la vedette dans tous les shows dans lesquels il est brillant. Mais je me méfie parce que j'ai deux énormes biais dans ce match-là. C'est d'une part, j'adore les big men bien bookés, les big men du coup bien bookés, c'est-à-dire les gars qui sont très imposants dans le ring et qui arrivent à jouer ça, qui arrivent à incarner ce personnage-là. C'est-à-dire, j'allais dire pas comme Keith Lee. Keith Lee, c'est différent parce que Keith Lee, c'est un très bon big man, mais c'est aussi un gars qui va jouer sur ses capacités athlétiques. Keith Lee, c'est Keith Lee. C'est pas il appartient à aucun... Il appartient pas vraiment à un stéréotype. Que Bronson Reed, c'est un big man. C'est un André le Géant, c'est un... j'en sais rien, c'est un Bam Bam Bigelow. C'est ce stéréotype de catcheur là et il l'incarne à la perfection, je trouve. Parce qu'en plus il est souple, en plus il est agile, mais il fait pas, il joue pas trop là-dessus. Son attrait à Bronson Reed, c'est d'une part qu'il est extrêmement fort, on va en parler très bientôt, et d'autre part, là tout le crédit revient, enfin une part énorme du crédit revient à Johnny Gargano. Dans ce match, il y avait une espèce d'inertie, il y avait une espèce inertie, c'est le bon mot. Il faut faire bouger Bronson Reed et c'est pas évident. Et par exemple,
Johnny Gargano a essayé de lui faire son slingshot spear, c'est-à-dire qu'il set des cordes et puis il fait un spear comme ça. Le spear, c'est un plaquage, c'est la prise qui fait tomber l'adversaire. Bronson Reed n'est pas tombé à ce moment-là. Voilà, et à chaque fois c'est ça, à chaque fois il met un coup, Bronson Reed, hop là, il est un peu déstabilisé mais il tombe pas. Un peu comme Walter dans le match d'hier d'ailleurs. Mais Johnny Gargano a commencé à... Voilà, je disais le poids et la force de Bronson Reed. Johnny Gargano vient de se jeter par-dessus la troisième corde, Bronson Reed l'attrape. C'est un homme adulte, un homme musclé adulte, bam, il arrive à l'attraper comme ça, alors qu'il y a l'élan de la chute. Bronson Reed est vraiment très impressionnant. Il joue son rôle à la perfection. J'ai pas d'image, mais le point un peu pivot du match, c'est quand Johnny Gargano a poussé Bronson Reed dans le coin de la table des commentateurs. Il s'est pris le coin de la table des commentateurs dans les côtes, et il n'a pas arrêté de sell ses côtes pendant tout le match. Il y a eu un spot que j'ai bien aimé. Bronson Reed allait faire un suplex sur Johnny Gargano. Gargano lui a fait le contre de SmackDown versus Raw, c'est-à-dire que en milieu du suplex, il lui a mis deux ou trois coups de genou dans la tête, et Bronson Reed a rebaissé, mais les pieds de Gargano sont jamais retombés à terre. Il l'a ressoulevé en suplex et a transitionné pour mettre Gargano sur ses épaules et faire un Death Valley Driver derrière. Est-ce que j'ai une image de ça ? Non, j'ai pas d'image, c'est un peu dommage. Ça a été un spot incroyable. Et ce que je me suis dit aussi après coup, je pense que c'est un des commentateurs qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait que Bronson Reed soit blessé aux côtes. Ça fait qu'il va y réfléchir à deux fois avant de faire sa prise de finition, le Tsunami, qui est un énorme frog splash, qui est un frog splash à 100, je sais pas combien de kilos. Donc voilà. Ah oui, alors, Gargano avait réussi à porter le Gargano Escape sur Bronson Reed. Du coup, Bronson Reed s'est enfui dans les cordes vers la rampe. Et Gargano, en voyant ça, s'est dit « Oh, je vais lui faire un One Final Beat DDT sur la rampe. » Et il va morfler. Merci beaucoup à Kitoju pour les 100 bits. Et il a essayé, mais Bronson Reed l'a attrapé, l'a ajusté en Razor's Edge et a jeté Johnny Gargano sur le ring depuis l'extérieur du ring. Ensuite, il y a eu un passage un petit peu brouillon. Bronson Reed a contré un Hurricane Rana une tentative de Hurricane Rana de Gargano. C'était pas très bien fait. Surtout qu'après, Johnny Gargano a roulé pour être près des cordes, et ça s'est vraiment vu qu'il a essayé de se positionner pour le spot suivant. Ah non, d'abord, Bronson Reed lui a fait un powerbomb. Là, Johnny Gargano a roulé pour être près des cordes. Et Austin Theory est intervenu pour mettre la jambe de Gargano sur la corde. C'était un peu téléphoné, quoi. Un peu, on voyait ce qu'ils essayaient de faire pendant qu'ils le faisaient, et c'était pas fluide, quoi. C'était pas très fluide. Ensuite, Johnny Gargano a esquivé un... Ah oui, non, il y a eu tout ce spot-là où Bronson Reed a mis un coup de pied à Austin Theory, juste c'était pas son pied à lui. Il a mis un coup de pied de Johnny Gargano à Austin Theory, parce que Johnny Gargano a essayé de faire un suicide dive, de sauter sur Bronson Reed, mais Bronson Reed l'a attrapé sur le dos parce qu'il en a rien à foutre, et ensuite Bronson Reed a fait un suicide dive histoire de leur montrer comment c'est faire. Bronson Reed est peut-être le catcheur qui a le plus été mis en avant sur les deux nuits, parce que le match d'hier, le gauntlet match d'hier, c'était complètement son match, et ce match-là, il l'a peut-être perdu, mais c'était complètement son match aussi. Vous voyez ce que je veux dire par ce match a fait exactement ce qu'il devait faire, et il en a fait un petit peu plus. Ensuite, alors attendez, je vais juste vérifier mes images. Oui, c'est ça. Ensuite, Johnny Gargano a esquivé un moonsault, donc un salto arrière de Bronson Reed. Et si tu peux le faire, pourquoi tu le ferais pas? Donc voilà, Gargano a esquivé un moonsault de Bronson Reed, et Johnny Gargano a fait un One Final Beat DDT, sa prise de finition, et il a pas fait le tomber directement, il a préféré en faire un deuxième pour s'assurer de la victoire et pour conserver le titre nord-américain. Incroyable. Ce match a été vraiment, vraiment excellent. Bronson Reed est incroyablement protégé. Johnny, on en parlait hier, Johnny Takeover est toujours Johnny Takeover. Il a rien perdu de sa superbe. Il a même quand il est dans le mid-card, il donne tout, quoi. Il peut avoir le match de la soirée à n'importe quelle que soit sa position sur la carte. Johnny Gargano est incroyable. Ensuite, alors là, on va pas être d'accord.
Finn Balor contre Karrion Kross. On va pas être tous d'accord. Parce que j'ai vu beaucoup de gens être assez tièdes avec ce match parce que c'est pas Finn Balor qui l'a gagné. Et c'est un argument que je comprends parce qu'ils ont, à mon avis, dans la préparation du match, ils ont un peu trop insisté sur l'histoire côté Finn Balor. C'est-à-dire que Finn Balor a développé toute cette idée comme quoi... comment dirais-je, comme quoi les émotions de Karrion Kross allaient prendre le pas sur lui et que c'est à ce moment-là qu'il le battra, tout ça machin. Je vais pouf. Voilà. Mais c'est pas mon cas. J'ai pas détesté ce match, au contraire. Je l'ai vraiment adoré pour tout un tas de raisons qu'on va évoquer maintenant. Comment ? Il y a des chats qui grattent ? La poupou veut sortir ? Gros chat, il veut sortir où ? Je l'entends pas. Bon. Alors ouais, j'ai écrit, j'adore l'effet vieille caméra qu'ils ont mis sur les images de Karrion Kross. Ils se donnent vraiment du mal pour le faire paraître spécial, quoi. Pour lui donner une aura hors du commun. Mais alors, autant je trouvais je trouvais l'entrée de Kross vraiment très cool. Mais alors, ils ont juste allongé un peu l'introduction de la musique d'entrée de Finn Balor et ils ont fait un diapo sur les écrans géants de tous les moments forts de sa carrière. Et waouh, quoi. Ça a allumé une hype de dingue, quoi, pour moi, pour ce match. En plus, il est arrivé avec une croix de peinture rouge sur le torse. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait tout ce qu'il fallait, mais à ce moment-là, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie que Finn Balor gagne. D'autant que tout le match a été construit à peu près dans cette optique-là, c'est-à-dire Finn Balor a provoqué Karrion Kross pour que Karrion Kross fasse des erreurs. Finn Balor avait toujours le sourire aux lèvres parce que Karrion Kross perdait régulièrement son calme. Mais à chaque fois que Karrion Kross perdait son calme, ça lui coûtait quelque chose. Genre, très tôt dans le match, Finn Balor a piégé Karrion Kross dans une clé de bras, ce qui fait que Kross a eu du mal à utiliser son bras pendant une partie du match. À un autre moment, il s'est énervé et Finn Balor l'a attaqué au niveau du foie, ce qui fait que Karrion Kross s'est effondré. Ce qui a évidemment évoqué le match Finn Balor contre Kyle O'Reilly. Ça a été le point faible de Kyle O'Reilly, de se prendre des coups dans le foie. Enfin, je crois que c'est le foie. Hein. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble bien. Merci Jack Blaze 3107 pour tes 100 bits. Globalement, voilà, dès le début du match, ils ont établi Kross est plus fort, mais Kross se laisse dominer par ses émotions. Et à chaque fois que ça arrive, Finn Balor revient. Finn Balor profite pour, poncer Karrion Kross. Finn Balor, son but, c'était pas de mettre des gros coups, c'était de mettre les coups qui comptent, mettre les coups qui vont affaiblir à chaque fois Karrion Kross. Et ça a vraiment donné cette impression que Finn Balor était le chef d'orchestre du match. C'est-à-dire Karrion Kross était plus fort, mais Finn Balor dictait son rythme. Et du coup, ça a vraiment été un match très, très tendu, quoi. À chaque fois que Karrion Kross était dessus, tu te disais ouais, t'es dessus, mais Finn Balor va revenir avec un coup bien placé. D'ailleurs, Finn Balor a failli remporter le match. Si on veut, il a réussi à porter le coup de grâce sur Karrion Kross. Karrion Kross a contré avec un cross jacket sa prise de soumission, c'est-à-dire une prise du sommeil. Alors Finn Balor faisait le tomber sur lui. Karrion Kross a fait nope, il l'a attrapé pour l'étrangler. Oh, c'est pas gentil, mais Finn Balor a réussi à contrer ça en se projetant en arrière, en faisant une galipette et en sautant à pieds joints sur le torse de Karrion Kross. Bon bah voilà, hein, écoutez, on y va. Et là, il y a eu le pivot du match, c'est-à-dire Bernard Pivot est arrivé. Non, il n'est pas décédé, Bernard Pivot. Je sais pas. Bon, bref. Le pivot du match, Karrion Kross, Finn Balor
profite du fait que Karrion Kross vient de se prendre un double stomp sur le torse pour lui porter une prise de finition, une clé de... Je crois que ça compte comme une clé de bras quand tu prends les deux bras, c'est une clé des deux bras. Pendant la prise de soumission, Karrion Kross se fait... Non, d'abord on a l'image du cross jacket, voilà, donc Karrion Kross contre le tombé de Finn Balor avec ça. Ensuite, voilà, Finn Balor porte une prise de soumission sur Karrion Kross, et Scarlett encourage Karrion Kross, ce qui arrive relativement rarement finalement. Et c'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. C'est un peu frustrant, mais d'un autre côté, c'est un peu... C'est un paiement qu'on n'a pas vu venir. C'est-à-dire que Finn Balor a dit que les émotions de Karrion Kross allaient le mener à sa perte, et c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que les encouragements de... Le pouvoir de l'amitié... les encouragements de Scarlett ont fait que Karrion Kross, non seulement c'est... Qu'est-ce qui fait du bruit comme ça? Non, c'est mon téléphone qui grésille. Les encouragements de Scarlett ont fait que non seulement Karrion Kross s'est échappé de la prise de soumission, juste en étant plus fort, en stretchant vraiment très très fort les bras, il a massacré Finn Balor à grands coups d'avant-bras dans sa gueule, hein, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai noté, il lui a porté un release German suplex, c'est quand t'entailles la taille de ton adversaire et que tu le jettes comme ça derrière. Donc là, à ce moment-là, Karrion Kross était complètement envahi par ses émotions, et Finn Balor avait peut-être tort. Alors, Karrion Kross a continué avec un Doomsday Saito sur Finn Balor, puis un Running Forearm, sa prise de finition dans la nuque, ce qui n'est jamais très agréable. Je regarde juste mes images, d'accord, ok. Premier Running Forearm dans la nuque, Balor est à terre, mais Karrion Kross ne tente même pas le tomber. Il veut d'abord porter un deuxième Running Forearm dans la nuque du champion pour remporter la ceinture de voilà, le titre mondial de NXT. Karrion Kross est toujours invaincu à NXT, et je trouve ça extrêmement cool. Je suis pas à fond derrière Karrion Kross, je suis pas à fond, mais j'aurais préféré voir Finn Balor gagner, franchement. Mais il y a quelque chose de très, rassurant de voir un catcheur systématiquement poussé, quoi. Systématiquement, mais tu sais, poussé de façon constante, que pas poussé contre l'avis du public, mais poussé, il est meilleur, c'est un peu comme Asuka, quoi, si vous voulez. Asuka à NXT, j'entends. Elle est meilleure parce qu'elle est meilleure, point. Et Karrion Kross, c'est un peu pareil. C'est un peu... il a perdu le titre de NXT à cause d'une blessure. Pour moi, pour peut-être certains d'entre vous, ça a beaucoup terni son aura. Il y a quelque chose de rafraîchissant à se dire, c'est pas parce qu'il a été blessé que maintenant il compte plus sur lui, que le management compte plus sur lui. Il peut, voilà, il est encore... Son règne n'a pas eu lieu, quoi. C'est pas comme... vous voyez, quand Finn Balor s'est blessé, quand Finn Balor a gagné le titre universel et s'est blessé dans le match et du coup a dû laisser la ceinture après, il a plus jamais eu de titre mondial derrière ça, Finn Balor. Alors que voilà, s'il était revenu dans une rivalité pour le titre universel ou pour le titre de la WWE et avait gagné le titre, on se serait dit ok, ils ont des projets pour Finn Balor. Que là, Finn Balor, il est revenu sur le roster principal et tiens, vas-y, joue avec la ceinture intercontinentale, joue avec les ceintures qui sont moins importantes. Là, voilà, il y a un côté très rassurant de voir Karrion Kross. Il y a aussi le côté, du coup, Finn Balor a servi un peu de champion de NXT de transition pendant la convalescence de Karrion Kross. Mais quel champion de transition, quoi. Je veux dire, il a eu un des meilleurs règnes de l'histoire de NXT. Et encore, beaucoup sont pas d'accord avec moi, mais j'ai été absolument bluffé par son règne, quoi. Finn Balor a eu certains des meilleurs matchs que j'ai vus à NXT depuis qu'il est champion. Bref, c'est la fin d'un excellent règne. Je pense que c'est le début d'un tout aussi excellent règne. Je pense que Karrion Kross va vraiment être protégé comme personne. Et du coup, celui qui réussira à le battre, ça voudra vraiment, vraiment dire quelque chose. Ils ont mis la nouvelle recrue plutôt que l'ancien. C'est un bon choix.
C'est un bon choix. Bref, moi j'ai vraiment adoré ce match. J'aime beaucoup. Je suis très content que Karrion Kross ait gagné, même si j'aurais préféré voir Finn Balor gagner. Ensuite, on a une interview de Santos Escobar qui dit rien d'important. Et ensuite, je vais vous le dire maintenant, avant que vous vous hypez trop, vous allez voir S en bas à droite. J'ai changé d'avis. Après le match, j'étais en mode oh, c'est un S, bien sûr que c'est un S, évidemment que c'est un S. Et plus j'y réfléchissais, plus je me disais est-ce que c'est vraiment un S? Et j'ai une politique avec ça, c'est si je me pose la question, c'est que c'en est pas un. Voilà. Donc ça sera un A+. C'est pas un... Faut pas oublier que A+, c'est vraiment très très bon. C'est vraiment un très très bon match. Oui, voilà, si je mettais des S-, ce serait un S-, mais S-, ça veut rien dire. S, ça veut dire exceptionnel. Est-ce que ce match a vraiment été exceptionnel, ou est-ce qu'il a juste été vraiment très très beau? Est-ce que... C'est-à-dire, je compare ce match avec les autres matchs de la carte. Est-ce que j'ai pas préféré Walter contre Ciampa? Est-ce que j'ai pas... Enfin voilà, vous voyez, c'est des questions que je me suis posées, et plus j'y réfléchissais, plus je me dis, c'est legit que tu te poses la question. C'est-à-dire que c'est pas un match qui a éclipsé tous les autres matchs de la carte. Il était dans le main event, l'histoire mérite un S, sans aucun problème. Le match a vraiment été excellent. Est-ce que ça mérite un S? Je vais faire sortir ce gros chat parce que il arrête pas de miauler. Je suis en train de me retenir pour pas m'énerver. Gros chat! J'ai écrit, je veux cette vidéo d'intro dans mes veines. Le choc de système me fout des frissons à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a toute la promo qui dit qu'ils sont en train de s'entretuer. À la fin, il y a choc de système. C'est eux qui sont en train de choquer. C'est brillant, c'est génial. J'ai écrit la nouvelle musique d'entrée de Kyle O'Reilly est sympa. La nouvelle musique d'entrée de Adam Cole est un petit peu nulle. On a une douzaine de gardes du corps qui empêchent Kyle O'Reilly et Adam Cole de s'entretuer avant le début du match. Et ce que je trouve vraiment, vraiment chouette, c'est que avant le début du match, les gardes du corps se barrent, enfin les gardes du corps, les gars qui sont, quel que soit leur métier, ils sortent du ring, l'arbitre les maintient, les maintient comme ça. Non, l'arbitre est au milieu du ring, enfin, bon, vous sautez pas dessus, hein, j'ai pas envie de mourir. Et Adam Cole et Kyle O'Reilly sont chacun dans un coin du ring et ils se tuent, ils se fusillent du regard. Et quand la cloche sonne, ils s'attaquent pas directement. C'est-à-dire qu'au moment où la tension peut être libérée, elle se libère pas encore. Tu sais, ça crée encore un tout petit peu plus de tension et ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionne extrêmement bien. J'ai écrit Wade Barrett dit qu'une des raisons pour lesquelles Wade Barrett, c'est un des commentateurs, dit qu'une des raisons pour lesquelles ce match est unsanctioned, donc non autorisé, c'est que O'Reilly n'est pas médicalement apte à catcher. Mais Wade Barrett dit vraiment beaucoup de conneries. Il semblerait, et j'écris. Donc notamment hier, il a dit Raquel Gonzalez était la première catcheuse à être à la fois championne par équipe et championne solo à NXT. Et il a dit une autre connerie que j'ai relayée. Oui, et il a dit ce que j'ai répété ensuite comme étant un fait. Il a dit que Raquel Gonzalez était la première femme à être sortie du Over the Moonsault de Io Shirai, alors que comme vous me l'avez fait remarquer, Candice LeRae s'en était également sortie avant elle. Ensuite, on va se faire une petite soirée, une petite après-midi diapo si vous le voulez bien. Alors, allons-y. J'ai écrit, je sais pas si je vous lis toutes mes notes parce que j'ai pris une page de notes dans ce match, mais allons-y, examinons ensemble pourquoi ce match est vraiment trop cool. D'une part, Adam Cole sort une chaise avec le logo de l'Undisputed Era graffé dessus, comme il l'avait fait pour War Games, parce que Adam Cole est une vraie enflure. Le public dans ce match a été à chier. Le public une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de mettre moins qu'un S, c'est le public. Le public, quand il est, si vous voulez, le match Gargano contre Ciampa, le public a fait une énorme part du match. C'est-à-dire que quand tu vois le public huer Gargano alors que c'est le babyface au début, et à la fin être content pour lui parce que c'est le babyface et qu'il a réussi à convaincre le public, c'est très très fort. Là, pendant tout le match, le public encourageait Adam Cole alors que toute l'histoire du truc, c'est qu'Adam Cole est un gros enfoiré, qu'il a détruit une des meilleures factions de l'histoire de NXT. Et moi, j'ai une politique, c'est quand tu es fan d'un catcheur qui est heel, quand tu es dans le public, hue-le de toutes tes forces. C'est
le meilleur service que tu puisses lui rendre, c'est l'aider à raconter son histoire, faire partie de cette histoire avec lui. Mais là non, Adam Cole, ils ont hué Kyle O'Reilly à un moment donné, ces connards. Bref, le public j'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, quoi. Bref. Donc voilà, logo Undisputed Era. Qu'est-ce qu'on a après? On a eu... attendez, je vais lire mes notes, ça va être plus simple. Kyle O'Reilly a sorti une chaîne en métal de sous le ring et a fait un petit tas de chaînes à l'intérieur du ring. Adam Cole lui a apporté un Brainbuster sur... un Neckbreaker sur la chaîne. Donc ils ont joué à fond la carte de Kyle O'Reilly s'est blessé à la nuque... Enfin... Adam Cole a blessé Kyle O'Reilly à la nuque, ce qui fait que sa nuque est fragilisée en tout cas. Ensuite, j'ai écrit au bout de 10 minutes, il donne l'impression de ne plus pouvoir continuer. Ouais, je savais pas que le match allait encore durer 20-30 minutes derrière. Donc voilà, je vous ai dit pour la chaîne. Kyle enroule sa chaîne autour de son tibia pour mettre des coups de pied dans le visage d'Adam Cole. Mais Adam Cole le contre avec le Figure 4 Leg Lock que vous voyez juste là. Ensuite, Adam Cole a fait un coup de la corde à linge très littéral à Kyle O'Reilly avec la chaîne. C'est ça que c'est censé évoquer, le coup de la corde à linge, c'est vraiment tu te prends comme si tu courais et que tu te prenais une corde à linge, mais sauf que la corde à linge c'est le bras. Ben là non, la corde à linge c'est la chaîne. Ensuite il a fait un backbreaker je crois, pareil en s'aidant de la chaîne, enfin ils se sont fait super mal. Il y a eu un spot que j'ai vraiment adoré. Adam Cole a essayé de faire un brainbuster sur l'escalier. Ah, qu'on voit pas sur l'image que j'ai mise là, dommage. Adam Cole allait faire un brainbuster sur Kyle O'Reilly sur l'escalier en acier au bord du ring. Mais Kyle O'Reilly l'a contré en atterrissant sur l'escalier et en lui portant une guillotine. Et du coup, Kyle O'Reilly a hésité à faire un brainbuster lui-même sur Adam Cole. Le brainbuster qui est la prise qui a mis Kyle O'Reilly sur la touche pendant 2 ou 3 semaines. Mais Kyle O'Reilly a renoncé parce qu'il est une meilleure personne. Parce qu'il vaut mieux que ce genre de technique. Bon, évidemment, ils ont essayé de s'entretuer après dans le match de toute façon. Donc, mais voilà, ce spot-là, symboliquement, il était vraiment cool. Ça prouve que Kyle O'Reilly fait vraiment un effort pour être la meilleure personne. Et ça, je trouve ça excellent. Ensuite, Kyle O'Reilly et Adam Cole sont allés sur la table des commentateurs. Adam Cole voulait lui faire un suplex à l'extérieur de la table, enfin, par terre, quoi, à partir de la table. Mais Kyle O'Reilly l'a contré en faisant un suplex lui-même. La table n'a pas cassé, ce qui est toujours pire. Comme je vous le dis, autant quand la table casse, c'est plus spectaculaire, mais la table absorbe une part de l'impact. Autant quand la table casse pas, c'est toi qui absorbes l'impact. Adam Cole a rampé vers le public pour essayer de s'en sortir. Kyle O'Reilly l'a suivi. Mauvaise idée puisque Kyle O'Reilly s'est pris un écran dans la gueule. Ensuite, Adam Cole a pris une boîte à outils sous le ring, mais c'est pas vraiment rentré en ligne de compte parce qu'à chaque fois, c'est rentré en ligne de compte plus tard. Mais sur le coup, il a essayé de se servir de plusieurs outils, mais à chaque fois, les deux gars ont essayé de se servir de plusieurs outils, mais à chaque fois, ça a pas abouti. Jusqu'à ce que Kyle O'Reilly porte un triangle hold aidé de la chaîne sur merci pour tes 2 bits, Reyes Warrior. Kyle O'Reilly a réussi à porter un triangle hold sur Adam Cole, mais Adam Cole s'en est servi en utilisant cet outil qui sert à dévisser les pneus, mais je suis pas sûr. C'est pas un démon de pneus, parce que je pensais que c'était ça qu'on appelait un démon de pneus, mais en recherchant sur Google, j'ai vu que c'était pas ça. Donc je ne sais pas comment s'appelle cet outil, mais c'est pas un pied de biche non plus, mais voilà, en tout cas ça fait mal. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ils étaient tous les deux crevés, et évidemment, et ils ont merci pour les 93 bits suivants, Reyes Warrior, c'est très gentil. Ensuite, ils se sont aidés de chaises pour se relever, et du coup, ils ont fini assis sur une chaise chacun, face à face. Adam Cole a fini par mettre un coup dans les parties de Kyle O'Reilly, ce qu'Adam Cole a fait à Roderick Strong, cette espèce de bâtard de ses morts. Quoi? Mais parce qu'Adam Cole il est méchant. D'accord. Cette espèce de fiefé gredin. Gredin. Excusez-moi, je parle à ma conscience. Adam Cole, ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, là, le public était impossible à ignorer. Adam Cole avait bloqué la tête de Kyle O'Reilly dans une chaise et il allait mettre un coup de chaise dans la chaise pour finir de péter la nuque de Kyle O'Reilly. L'arbitre
essaye pas de l'en empêcher parce qu'il n'y a pas de règle, donc il peut pas lui dire il peut pas l'empêcher. Mais il lui dit non, tu devrais pas faire ça, c'est pas toi, machin truc. J'ai eu des flashbacks de Hell in a Cell 2010 quand The Fiend a affronté Seth Rollins. J'ai eu des flashbacks de ça. Je me suis dit ce serait son roster principal. Là, l'arbitre dirait non, c'est trop, on arrête le match. Mais là non, c'est juste que Adam Cole s'est énervé et a mis un coup de la corde à linge. Merci Cake pour tes 100 bits. Un coup de la corde à linge à l'arbitre. Voilà. Et le public, c'était ces espèces de demeurés, ces espèces de gens qui ne veulent pas participer au spectacle, se sont mis à chanter You Deserve It à l'arbitre. Et ensuite, merci pour tes 95 bits Res Warrior. Et ensuite, Adam Cole a récolté les fruits de son hubris, puisqu'il a porté un Panama Sunrise à Kyle O'Reilly, et que, évidemment, il n'y avait plus personne pour faire le tomber. Voilà. À quoi? Les fruits de son hubris. Ensuite, Kyle O'Reilly rampe à l'extérieur du ring, sur la rampe d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle porte ce nom-là. Pour essayer d'échapper à Adam Cole. Adam Cole essaye de lui faire un suplex, je crois, essaye de lui faire un brainbuster, je sais plus exactement. Mais Kyle O'Reilly le prend comment dirais-je, en guillotine. Et Adam Cole se jette en avant et ils passent tous les deux à travers la rampe. Un morceau de la rampe en métal qui se... Et là pour le coup c'est vraiment du métal, qui se détache, parce que ça fait un bruit de métal, je veux dire, tu connais le bruit du métal, se détache et ils sont tous les deux, ils passent tous les deux dans la rampe, mais c'est pas fini, Adam Cole sort du trou provoqué du coup dans la rampe, va sur le côté et met des kicks sur le côté de la rampe pour pouvoir aller chercher Kyle O'Reilly à l'intérieur. Ils ont décidé de détruire le décor, ils en ont rien à foutre. Ensuite, ensuite, ils vont tous les deux dans le ring, tant bien que mal. Kyle O'Reilly roule à l'extérieur du ring. Adam Cole va le chercher et lui porte un brainbuster sur les escaliers. Donc, je vous ai dit, la fameuse prise qui a mis Kyle O'Reilly sur la touche pendant plusieurs semaines. Ils reviennent sur le ring. Adam Cole fait le tomber et Kyle O'Reilly s'en sort en levant juste son épaule de quelques centimètres. C'est un dégagement qu'on voit pas souvent, mais je trouve ça bien qu'on le voit pas souvent parce que c'est vraiment très très cool. Merci encore Res Warrior pour les bits. C'est vraiment très très cool. C'est Kyle O'Reilly a à peine l'énergie pour se sortir du tombé. Il a juste l'énergie pour décoller son épaule du sol parce que techniquement il faut que les deux épaules soient rivées au sol. Excellent spot. Vraiment un excellent spot. Ensuite, Adam Cole s'est dit bon bah très bien, je vais te faire un last shot. Il met Kyle O'Reilly sur les genoux. Le last shot consiste en un coup de genou couru dans l'arrière de la tête, mais il met Kyle O'Reilly sur les genoux, il prend son élan et Kyle O'Reilly tombe parce qu'il a plus d'énergie. Merci beaucoup Mirdostasvras45 pour les bits. Kyle O'Reilly donc s'effondre, voilà, avant qu'Adam Cole n'ait pu faire son last shot. Adam Cole tente un deuxième last shot, O'Reilly le contre. Il contre ensuite... attendez, non, je saute plusieurs étapes là. Attendez, on va céder des images. Donc ça, c'est ça c'est après. Bon, globalement, je saute plusieurs étapes parce que bon, je suis en train de vous raconter tout le match. Kyle O'Reilly réussit à porter lui-même un last shot sur Adam Cole, mais Adam Cole s'en sort. Et là, on arrive sur la fin du match. Adam Cole avait placé une chaise à l'envers de façon à ce que Kyle O'Reilly se retrouve empalé dessus. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais Kyle O'Reilly... Donc voilà, Adam Cole la pose Kyle O'Reilly sur le coin, sans doute dans l'objectif de lui faire un powerbomb ou j'en sais rien, un back suplex, un avalanche German suplex, peut-être, je sais pas. Il grimpe sur le coin avec lui et Kyle O'Reilly, la justice divine, Kyle O'Reilly met un coup dans les noix de Adam Cole. Vengeance pour Roderick Strong, puis vengeance pour un peu plus tôt dans le match. Et Adam Cole tombe dans le ring, essaye de se rattraper à la chaise retournée. Kyle O'Reilly prend la chaîne qu'ils avaient utilisée pendant le début du match, s'enroule la chaîne autour du tibia et autour du genou, et porte une descente du genou sur Adam Cole sur la chaise.
Adam Cole scelle ça avec des spasmes, voilà, il est mort. Genre, ce coup-là l'a achevé. Et Kyle O'Reilly réussit à ramper péniblement sur le corps sans vie d'Adam Cole pour le compte de 3, victoire de Kyle O'Reilly. Et après ça, des gens arrivent avec une civière pour mettre Adam Cole sur la civière. Ça a vraiment été un très 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 bon match. Vraiment. Et je suis pas surpris d'avoir ressenti un S à la fin. Le truc, c'est que comme je vous l'ai dit, l'histoire mérite un S, le match, je suis vraiment pas sûr. Ça a vraiment été un excellent match, je lui retire rien du tout. C'est juste que S, c'est exceptionnel. Et pour moi, on n'est pas dans l'exceptionnel, là, on est juste dans le vraiment très très bon. Mais vous voyez, on est sur quelque chose de vraiment ténu, quoi. On est sur quelque chose d'un peu capricieux, quoi, entre S et A+. Si vous me dites que pour vous c'est un S, je comprends bien. En même temps, si vous me dites que pour vous c'est un B, c'est très bien. On est sur différents niveaux d'appréciation, quoi, si vous voulez. Si vous me dites que c'est un D, là, par contre, je vous avoue que je suis un peu... Si, pour dire que c'est un D, il faudrait juste trouver trop long, pas être dans l'histoire, rien comprendre. Enfin, voilà, si t'as l'impression d'être complètement abandonné par l'histoire et que tu vois juste deux gars se rouler par terre pendant 40 minutes, là, oui, tu te dis, bon, voilà. Mais... dans tous les cas, ça a vraiment été un excellent match en ce qui me concerne. Alors, le résultat du sondage. Alors, à la dernière place concernant les matchs de la soirée, vous avez un vote pour Ember Moon et Shotzi Blackheart contre The Way et un vote pour Killian Dane et Drake Maverick contre le Breezango. Avec 8 votes chacun, donc à peu près 11% des voix, on retrouve Johnny Gargano contre Bronson Reed et Santos Escobar contre Jordan Devlin, qui est le match de la soirée concernant Camille. À la deuxième place, on a Finn Balor contre Karrion Kross avec 21% des voix et 15 votes, et sans vraiment de surprise, le match de la soirée pour vous à 55% des voix, c'est Kyle O'Reilly contre Adam Cole. Pouf! Je dis plus Adam Cole bébé parce que c'est un gros enfoiré et qui mérite tout ce qui lui est arrivé. Moi je le dis si tu veux. Toi tu le dis si tu veux, effectivement chérie, tu es libre. Samy73 me dit salut Lynx, j'espère que ça va. J'aurais une question par rapport au main event. Je voulais savoir si tu aurais voulu une intervention de Strong ou non. Pour ma part, le match que j'ai préféré est Devlin contre Escobar. Bah, tu vois, tu rejoins l'opinion de Camille. Je trouve que le fait que Strong ne soit pas intervenu est encore plus parlant qu'une intervention de Strong. C'est que vraiment il a laissé tomber. Vraiment il y avait, tu sais, c'est pas une intervention, c'est pas l'absence d'une intervention passive, j'ai envie de dire. C'est vraiment Roderick Strong abandonne l'Undisputed Era. C'est plus leur problème. Ils sont plus frères, ils se connaissent plus. C'est bon, c'est derrière lui. Et je trouve ça encore plus fort. Avec ses 100 bits, je ne sais pas qui me dit Hey Lynx, maintenant que Balor n'est plus champion, Walter contre Balor serait une possibilité selon toi? J'ai envie de voir Finn Balor détrôner Walter. Ce serait vraiment extrêmement cool. C'est déjà ce que j'espérais voir quand ils ont annoncé NXT TakeOver Dublin l'année dernière et qu'ils ont dû annuler évidemment à cause de la Covid. J'aimerais beaucoup voir ce match et j'aimerais beaucoup que Finn Balor le gagne. Massidis PSG me dit, surtout que maintenant Finn Balor est vraiment a vraiment du bagage, quoi. Peut vraiment dire hey, j'ai été champion de NXT pendant plusieurs mois et j'ai battu des gars vraiment excellents. Voilà. Fifou42 me dit salut Lynx, je t'écoute en télétravaillant donc merci à toi. Sinon j'ai trouvé le match Kyle contre Adam Cole très bon mais pas de S selon moi. Par contre très déçu de la non-présence appelons ça une absence de Roderick Strong ou encore Bobby Fish qui aurait été un gros plus pour moi. Encore que c'est beaucoup plus parlant que tu parles de non-présence. Et pour moi la non-présence c'est plus fort que la présence. Et concernant Balor, je suis partagé. Je ne sais pas ce qui serait le mieux pour lui car il a plus grand chose à faire sur NXT selon moi. Il peut tout faire, il peut affronter tout le monde. Et un retour au roster principal peut être bien. Non! Sauf si c'est... Non! Mais pourquoi vous voulez que Finn Balor retourne sur NXT, sur le roster principal, quand on voit ce qu'il fait sur NXT? Vous me faites peur, hein, des fois. Faut surtout pas... Si tu vois pas ce qui lui reste à faire à NXT, qu'est-ce qu'il lui reste à faire sur le roster principal? Il a pas fini ses chips à la cantoche? Non! Faut jamais qu'il retourne sur le roster principal, Finn Balor. Il est Il a pas fini ses chips et la cantoche. Est-ce qu'on peut prendre une seconde pour parler de ça là? Excusez-moi, ma conscience qui parle vraiment très très fort aujourd'hui. Il a pas fini ses chips et la cantoche ou quoi?
Boba Christ m'a dit, j'ai trouvé au contraire que le public était énorme dans le main event, ça fait beaucoup de bien d'avoir des chants et des réactions véritables, ça me fait regretter qu'il n'y ait pas de public, moi, personnellement. Je comprends pas trop comment tu peux te plaindre de réactions authentiques, même si elles vont pas forcément dans le sens logique voulu par les bookers, ou toi, dans ce cas précis. C'est ça, c'est moi. Ouais, gros effort pour pas être trop salé. Tu comprends pas comment je peux me plaindre de réactions authentiques. Mais là, tu vois, si je te disais d'aller te faire foutre, ce serait une réaction authentique. Et tu serais en droit de te plaindre. Je trouve ça assez simple à comprendre. Ils jouent des rôles. Les heals sont pas vraiment méchants. Donc, quand les heals jouent des méchants, le public, s'il veut accompagner le heal, même s'il l'aime beaucoup, doit jouer le public qui est scandalisé par le méchant. Si tout le public devient heal, ça n'a plus aucun sens. Parce que heal, ça veut dire détesté par le public, face, ça veut dire soutenu par le public. Si Adam Cole est soutenu par le public, ça va à l'encontre de l'histoire, de la narration. Quand Tommaso Ciampa a trahi Johnny Gargano et qu'il est arrivé sur le public, sur le ring, sous les huées du public, ça a construit son personnage bien plus que si tous les smarks du public s'étaient dit « Ouais, Ciampa, t'es trop cool, j'adore ton nouveau personnage !» Ça aurait nettement diminué son aura. Voilà ce que j'en pense. Et j'espère que je ne t'ai pas vexé d'une façon ou d'une autre. Halvardler me dit « Bonjour Lynx, si Adam Cole avait gagné ce match via un petit paquet, aurions-nous pu parler d'un Cole en tas ?» FF Pafort me dit « Salut Lynx, penses-tu que les spasmes c'était vraiment du selling ?» Oui, bien sûr. Car sur les replays, on a vraiment l'impression qu'un nerf a été touché. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer. Adam Cole est juste un excellent catcheur. Faut pas... T'inquiète pas. Je serai au courant s'il était blessé parce que j'ai regardé les news après avoir regardé le show, donc je vous le dirai. Maintenant, il est possible que ça ait été annoncé depuis que j'ai commencé ce live, et auquel cas, je vais vraiment passer pour un con. Ce serait pas la première fois. La Gaffe 42 me dit « Tu te rappelles comment tu râlais quand le takeover est passé sur 2 nuits, homme de peu de foi que tu es ?» Je continue de penser que c'était pas une bonne idée. Je continue de penser qu'un takeover, c'est mieux quand c'est succinct. Mais on a eu un excellent événement, et ça, je le savais depuis le début. C'est juste que je maintiens, j'aurais préféré qu'il y ait un takeover sur une nuit. Voilà. NXT est vraiment phénoménal. Ça, par contre, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Vic Bibou me dit, c'est-à-dire que s'il faisait un takeover qui dure 6 heures, il serait capable de nous mettre 6 heures de match absolument fantastique. Mais ce serait trop long quand même. Et là, j'ai la même opinion. Solo Q me dit, question sérieuse cette fois, est-ce que ta note peut être influencée par rapport au catcheur ? Évidemment. Alors, j'allais dire ta question est un peu bête, c'est pas dit méchamment, hein, mais si ma note n'est pas influencée par le catcheur, elle est influencée par quoi ? Je note pas, ma note elle est influencée par les catcheurs, par le match, par mon expérience, par ce que je sais, ma note est influencée par absolument tout. Donc le catcheur fait partie de ça. Ma note va même être influencée par ce que je pense que les gens vont en penser, tu vois. Faut pas, faut arrêter de voir mes notes comme quelque chose qui essaie d'être objectif. Ça n'essaye pas, absolument pas. C'est une valeur chiffrée sur une opinion. Enfin une valeur chiffrée, une valeur avec une lettre sur une opinion. Donc faut pas y voir plus que ça. Euronymus03 me dit bonjour Lynx, comment allez-vous, ça va très bien, merci. J'ai créé un compte Twitch spécialement pour suivre ta chaîne, merci beaucoup. Très bon takeover. Petite question, penses-tu que les fédérations devraient laisser plus de liberté aux superstars à la WWE? Sans aucun doute. Exemple, choix de leur musique d'entrée? Non, parce que il faut, c'est des... Bon, je finis ton message. Plus de liberté dans les promos, etc. Car en exemple, j'imagine bien Aleister Black revenir avec son ancienne entrée sur une musique du groupe metal Watain, dont Aleister a dit en interview qu'il était fan. La WWE ne paye les droits pour un catch, pour une musique qui n'est pas libre, pour une musique qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes, qu'à de très rares occasions. C'est-à-dire que ça va être pour l'entrée en Rousey, quoi. Faut être ce niveau de star là pour que tu puisses avoir une musique déposée. Et ça se comprend, je veux dire, c'est beaucoup moins cher de créer tes musiques, et surtout tu peux créer une musique sur mesure pour les catcheurs. Ça fait partie de la présentation des personnages, et c'est infiniment mieux. Donc concernant les choix de leur musique d'entrée, je pense que les catcheurs doivent
ce serait mieux qu'ils puissent donner leur opinion sur leur musique d'entrée. Mais je crois que c'est déjà ce qu'ils font, parce que par exemple, je sens beaucoup de Biggie dans sa nouvelle musique d'entrée. Je sens pas mal je sens que Otis a peut-être eu son mot à dire sur sa musique d'entrée aussi. Qui a d'autres j'ai pensé à quelqu'un directement, et The Fiend. Bray Wyatt a forcément eu un mot à dire sur sa musique d'entrée. À ce niveau-là, je pense que les catcheurs ont assez de liberté. Concernant les promos, par contre, faut qu'ils soient plus libres. Faut laisser. C'est pour ça que j'adore Talking Smack et Raw Talk, les talk shows qui ont lieu après Raw et SmackDown. C'est parce que c'est pas scripté, et du coup tu vois les catcheurs qui sont bons au micro et les catcheurs qui sont pas bons au micro. Tu vois que Rhea Ripley, elle lutte vraiment au micro. Quand il s'agit d'improviser, elle y est pas, quoi. Elle est pas tout à fait là. Peyton Royce y est presque. Elle s'en sort, elle arrive à mettre une intensité, mais elle a du mal à garder cette intensité. Que des gars comme Biggie, que des gars comme Keith Lee, ils bouffent l'atmosphère. Il n'y a plus qu'eux quand ils sont là. Paul Heyman est incroyable au micro. Quand il parle, il n'y a plus que lui. Tu es absorbé par tout ce qu'il dit. Il est incroyable. Et ça manque vraiment à la WWE. Laisser les catcheurs se donner l'opportunité d'être de mieux faire vivre leur personnage. Mustafa Ali est incroyable au micro. Je vous ai dit, moi, le moment où je suis tombé amoureux de Mustafa Ali, c'est quand il a réussi à me convaincre qu'il était un bon heel, alors que je me suis dit, lui, toute sa vie, ça sera un babyface, il peut pas faire autrement, parce que ça se voit que c'est un bon gars, ça se voit qu'il est adorable. Et il a réussi à faire une excellente promo de heel, et je me dis, putain, mais ok, ce gars n'a aucune limite, à part Vince McMahon. Kili Kamars me dit, salut Lix, que penses-tu de la rumeur comme quoi Agius faisant partie du combo des nouveaux commentateurs pour le network? Je ne sais pas, J'adorerais pouvoir regarder mes PPV avec des commentaires français à nouveau. Ce serait vraiment cool. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à tous pour votre participation. On se donne rendez-vous demain midi pour faire le bilan de NXT UK Prélude, de 205 Live et de WrestleMania SmackDown. Et on se donne rendez-vous demain après-midi. Je ne sais pas à quelle heure, je ne peux pas vous dire. Ce sera peut-être même en début de soirée. On verra. Pour faire les pronostics de WrestleMania avec... Camille. Merci à tous encore une fois et à demain pour la suite. Bisous tout le monde. Ciao. Merci pour les bits Naka et salut tout le monde. Bonne soirée.